O.J. Simpson, un nom qui résonne à travers l'histoire américaine. Athlète légendaire des Broncos, star d'Hollywood, il est l'icône et l'incarnation du rêve américain. Jusqu'au drame. O.J. est subitement mis au centre de l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées de tous les temps. Une tragédie sur fond de jalousie, des mystères et un procès aux ampleurs jamais vues, faisant suite à une nuit de juin 1994 qui marquera à jamais son destin. En effet, Nicole Brown Simpson, sa femme, ainsi que Ron Goldman, un ami de celle-ci, sont retrouvés, assassinés. Les coups de couteau révélés par l'autopsie font état d'une rare violence. Rapidement, tous les regards se tournent vers l'ex-mari de Nicole, O.J. Est-il coupable de ce double meurtre ou est-il le parfait bouc émissaire? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce nouvel épisode d'Echo Room. Revenons aux origines d'O.J. pour tenter de comprendre l'homme derrière le nom. 9 juillet 1947. Orenthal James Simpson naît à San Francisco. Il est le fils d'Eunice Durden, directrice d'un hôpital, et de Jimmy Lee Simpson, gardien de banque. Son père se sépare de sa femme lorsqu'il lui annonce qu'il est gay et drag queen en 1952. Depuis lors, O.J. vivra avec sa mère dans un environnement marqué par la pauvreté, la criminalité et la ségrégation raciale. Les perspectives pour un jeune des quartiers pauvres à cette époque étaient très limitées. Mais le sport deviendra, pour beaucoup comme pour O.J., un des rares moyens d'ascension sociale. Sa jeunesse, marquée par de nombreuses bagarres et la réalité des quartiers, lui feront rejoindre, à 13 ans, le gang des Persian Warriors. 2 ans plus tard, il est incarcéré dans une prison pour mineurs, pour la 3e fois. Après celle-ci, il rencontrera par l'intermédiaire d'un ami la vedette sportive Willie Mays, pour qui il nourrissait une grande admiration. Son objectif est désormais clair, réussir une carrière sportive, et ce sera dans le football américain. Bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de son lycée, ses résultats scolaires l'empêchent d'être recruté par l'une des grandes universités de la région. Il rejoint alors le City Community College of San Francisco et son équipe classée numéro 1. Son poste, running back. Il le tiendra 2 saisons. 2 saisons de record. 2552 yards, 54 touchdowns. Après avoir remporté le Pro Bowl, un championnat réputé, O.J. commence à être courtisé par de grandes universités. Arizona, Utah. Mais ce sont les Trojans et l'Université de Californie du Sud qui le recruteront. À sa sortie de l'université, O.J. Simpson est vu comme la future vedette du football américain. Il a l'honneur d'être choisi au premier tour lors de la sélection du draft de 1969. Il rejoint les rangs de l'équipe professionnelle des Bills of Buffalo. À côté de cela, cet athlète surnommé The Juice signe des contrats de pub. Chevrolet, RC Cola ou encore le diffuseur ABC. Mais ses débuts au sein des Bills of Buffalo sont difficiles. Dans ses 2 premières saisons, il est le meilleur coureur de son équipe, mais celle-ci enchaîne les défaites. La saison 1971 est encore pire et l'équipe ne remporte qu'un seul match. O.J. se justifie en disant qu'il n'a joué que pour l'argent, et c'est visiblement en 1973 qu'il réalise sa première saison historique. Lors de la rencontre d'ouverture, Simpson court pour 250 yards à l'extérieur contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il établit le nouveau record de yards en une seule rencontre. Sur cette saison, il est élu meilleur joueur de la NFL. Il s'illustre une nouvelle fois lors de la saison 1975, une rencontre à plus de 200 yards. Mais en 1976, O.J. menace les Bills of Buffalo de prendre sa retraite. Il souhaite rejoindre une équipe qui joue pour le titre et vivre sur la côte ouest des États-Unis. Pour le retenir, une importante offre de salaire des Bills le convainc de signer encore pour 3 ans. 1977, le début de la fin pour O.J. Tout s'enchaîne. O.J. se voit contraint de quitter le camp d'entraînement, trouble de la vision à son œil gauche, première blessure majeure sur son genou droit. Après son opération, il réitère son souhait de terminer sa carrière sur une note positive en Californie. En 1978, The Juice rejoint alors les 49ers de San Francisco.
Toutefois, la vie s'acharne. Limité par son genou, développement de l'arthrite, et comme si cela ne suffisait pas, le décès de sa fille achèvera son moral et lui fera louper l'intégralité du camp d'entraînement. Il perdra donc sa place de titulaire. L'équipe ne s'en remettra pas. En bref, un départ à la retraite pourri. Fort heureusement, plein de ressources, la star déchue rebondira. Après sa carrière de joueur, il devient acteur. Il joue dans des films comme The Clansman, The Naked Gun, où il incarne un personnage à la fois comique et charismatique. Son succès est bien réel, malgré des capacités d'acting moyennes. Toutefois, sa carrière prendra subitement fin. Et oui, en 1994, son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et son ami Ron Goldman sont retrouvés assassinés à Los Angeles. Et O.J. est le principal suspect. Revenons un tout petit peu sur sa vie privée. Avec sa première épouse, Marguerite Whiteley, O.J. a 3 enfants, Arnell, Jason et Aaron. Le couple s'installe dans une maison située dans le quartier de Bel Air de Los Angeles. Alors encore mariés, O.J. Simpson et Nicole Brown se rencontrent dans une boîte de nuit privée de Beverly Hills. Ils commencent à se fréquenter. Et en 1979, O.J. et Marguerite divorcent. Vous vous souvenez, je vous parlais d'un drame familial. Eh bien ce drame, c'est la mort de sa plus jeune fille, Aaron. Elle se noie dans la piscine familiale, elle est alors âgée d'1 an. O.J. Simpson et Nicole Brown se marient le 2 février 1985. Ils ont 2 enfants, Sydney Brooke et Justin Ryan. Leur mariage dure 7 ans, mais est marqué par des plaintes et par des violences conjugales. Un appel au 911 indique même qu'O.J. a battu Nicole et lui aurait dit, je cite, « Je vais te tuer ». Nicole demande le divorce le 25 février 1992. Intéressons-nous maintenant à la nuit du drame. Le 12 juin 1994, Nicole Brown et son ami Ron Goldman sont retrouvés mortellement poignardés à l'extérieur du domicile de Nicole dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Dans les jours qui suivent, O.J. Simpson est recherché par la police. Le 17 juin 1994, O.J. s'enfuit à bord de sa Ford Bronco blanche. La course-poursuite va même jusqu'à être diffusée à la télévision. Les chaînes interrompent leur programme, même la finale de la NBA. Les gens s'arrêtent sur la route pour tenter d'apercevoir O.J. Après une longue conversation avec la police, O.J. finit par s'arrêter et se rendre. Il devient alors le suspect numéro 1. Tous les regards se tournent vers lui. Le procès d'O.J. Simpson est l'un des plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. Très long, il dure de janvier à octobre 1995. O.J. a fait appel au plus grand pour organiser sa défense. La Dream Team, comme on dit. Johnny Cochran, Robert Shapiro ou encore Robert Kardashian. Et oui, le père de nos chers Courtney, Kim et Chloé. Face à lui, la procureure Marcia Clark, très investie dans les affaires de violence conjugale, est déterminée à prouver sa culpabilité. La stratégie de défense d'O.J. repose en grande partie sur la question du racisme policier, notamment en ciblant Mark Fuhrman, un détective accusé de propos racistes. En effet, il déclare sous serment n'avoir jamais prononcé le N-word. La défense réussit à prouver qu'il a menti. Et dès lors, l'accusation est discréditée. Il y a pourtant des éléments accablants, mais contestés. L'ADN d'O.J. est bien retrouvé sur les lieux du crime, le sang des victimes est retrouvé dans sa voiture et dans sa maison. Et puis, il y a un gant, retrouvé sur la scène du crime. Il lui est alors demandé de les enfiler. O.J. ne réussit pas à enfiler les gants. Il faut noter quand même, en dessous, qu'il portait des gants en latex. Il est important d'évoquer le jury aussi dans cette affaire. Même si la justice se doit de sélectionner un jury impartial, beaucoup d'entre eux estiment O.J. Simpson. Un jury rationnel aurait en effet vu que la main d'O.J. ne rentrait pas, car il portait des gants en latex pour ne pas contaminer les éléments de preuve. La vérité était qu'il était admiré et que le jury ne voulait pas l'envoyer en prison. Malgré les preuves, dues aux erreurs commises pendant le procès, le verdict tombe. In the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA 097211.
We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. O.J. est déclaré non coupable. Un verdict qui divise profondément l'opinion publique. Certains crient à l'injustice, tandis que d'autres voient dans ce procès une victoire de la défense des droits civiques. En effet, le racisme est très présent au sein de la police de Los Angeles, et la ville est marquée par des violences raciales. Le verdict d'acquittement fait d'O.J. un symbole, mais ne met pas fin aux spéculations sur sa culpabilité. En 1997, un procès civil l'amène à être reconnu responsable des 2 meurtres et à devoir payer des millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes. Somme qu'elles ne toucheront jamais. Autour de l'affaire d'O.J. Simpson, les théories ne manquent pas. Certains pensent que l'acquittement d'O.J. a été le fruit de la pression exercée par la communauté noire, qui voyait dans ce procès un symbole de la lutte contre les discriminations raciales. La question du racisme au sein de la police de Los Angeles et des failles dans l'enquête ont alimenté ces spéculations. D'autres estiment qu'O.J. a été victime d'une conspiration, voire d'une manipulation médiatique pour le faire tomber. La police, les enquêteurs et les journalistes avaient déjà fait de lui le coupable idéal avant même le début du procès. Mais il y a aussi ceux qui croient fermement que Simpson a tué Nicole et Ron, malgré le verdict d'acquittement. Les preuves semblent accablantes, et certains pensent que l'argent et la célébrité lui ont permis de s'en sortir. Mais O.J. n'a pas repris sa vie comme avant. Même s'il a été déclaré non coupable lors du procès au pénal, il est perçu comme coupable aux yeux de beaucoup. Sa réputation était ternie, il était ruiné, il s'est alors envolé vers la Floride. Mais pourquoi la Floride, me direz-vous ? En effet, dans l'État de Floride, une loi protège les biens et le patrimoine des personnes. De héros national à suspect numéro 1, son procès a marqué un tournant dans l'histoire judiciaire américaine, tout en soulevant des malaises sociaux. Coupable ? Innocent ? Une réponse définitive n'est jamais réellement venue, et l'injustice pour les familles des victimes est encore très douloureuse. Une question reste entière. Sommes-nous vraiment égaux face à l'injustice ? Est-ce que le karma aura eu raison de lui finalement ? En 2008, O.J. était condamné à 33 ans de prison, dont 9 ans ferme, à Las Vegas pour une affaire de vol à main armée. Pour un vol à main armée. Pas pour le double meurtre de 1994. Vengeance de la part de la justice et de l'opinion publique ? Aujourd'hui, O.J. est mort en prison d'un cancer de la prostate. Coup bas pour O.J.